qui va gagner cette bataille de porte d'entrée-là entre les Google? Est-ce qu'éventuellement, Chat va intégrer assez d'intelligence pour être capable de répondre à toutes ces questions-là? Et même les sondages démontrent que les consommateurs aujourd'hui font plus confiance aux recommandations d'IA que pour les publicités aujourd'hui. Vous écoutez A2 c'est mieux, le balado de la communication créative au Québec, présenté par l'Association des agences de communication créative, l'A2C, et produit par les studios Octave. Explorer les enjeux actuels qui transforment la communication créative en faisant dialoguer marques et agences, c'est ça, le balado A2 c'est mieux. Bonjour, mon nom est Thomas Lecordier, je suis le président-directeur général de l'A2C. Aujourd'hui, on a un sujet extrêmement intéressant pour vous. On va parler de la découvrabilité à l'ère de l'IA, qui est en fait un nouvel enjeu pour les marques. Et pour nous éclairer, j'ai avec moi aujourd'hui 2 experts. C'est génial, on va pouvoir parler de solutions aussi. Donc, Danny Pedneau, qui est le directeur marketing et communication chez Tourisme Montréal. Danny, bienvenue, merci encore. Merci beaucoup. Et Alex Simard, qui est donc le chef du produit média chez Omnicom Media. Merci aussi, Alex, de participer à ce balado, c'est bien apprécié. Peut-être à vous deux de me dire un peu plus de votre parcours, qui vous êtes, etc. En commençant par toi, peut-être, Danny, si tu veux nous dire 2 mots. Avec plaisir. Donc, en fait, c'est ça. Moi, directeur marketing chez Tourisme Montréal, ça va faire 5 ans bientôt. Belle aventure. Puis en fait, mon rôle, vraiment, je m'occupe du rayonnement de la destination à l'international, tout ce qui touche les campagnes, les contenus, les médias sociaux et tout ça. Puis, moi et Alex, on se connaît bien. Ouais. J'ai eu la chance... C'est le fun, ça. Oui, complètement. J'ai eu la chance de travailler avec Omnicom Media Group pendant presque 10 ans. Fait qu'on va pouvoir se faire plein de belles petites références, moi et Alex, du bon vieux temps. Ouais. Fait que voilà, content d'être là, Thomas. Merci beaucoup, Danny. Alex, à ton tour. Donc, Alexandre Simard, je m'occupe du produit média à l'agence, donc en tant que Chief Media Officer. C'est un nouveau rôle. J'ai toujours été en numérique, avec Danny notamment. Numérique, un petit détour en stratégie et puis en marketing science, puis de retour maintenant à un poste un peu différent. Fait que l'ensemble des produits, que ce soit numérique, broadcast, sont sous moi maintenant. Puis on vise beaucoup d'innovation en ce moment. C'est une heure intéressante. Puis on va parler pas mal d'innovation aujourd'hui notamment. Fait que c'est pas mal ça ma job. Ça fait 17 ans que je suis à l'agence. Fait qu'on s'est vraiment croisés pendant une bonne période avec Danny. Excellent. Donc on se connaît bien. Avant de se lancer dans toute la conversation, j'ai une première question pour vous autour de la découvrabilité. Qu'est-ce que c'est ça, la découvrabilité, Danny? Oui, moi, en fait, j'utilise souvent l'expression porte d'entrée, en fait, pour décrire la découvrabilité. Fait que en fait, c'est tous les points de contact qui peuvent être utilisés pour mettre de l'avant une marque, que ce soit pour diriger sur un site web. Aujourd'hui, on va parler beaucoup, justement, de visibilité sur les chats GPT, les Gemini de ce monde et tout ça. Fait que c'est un monde qui est en plein changement. Ça fait que c'est comme ça que je décrirais la découvrabilité. C'est vraiment la porte d'entrée vers une marque. Parfait. Excellent. Voilà. Alex, t'es d'accord avec ça? J'espère. Pour l'instant, je suis d'accord. Il n'y aura pas de controverse à ce stade-ci. Et oui, porte d'entrée, puis il y en a plusieurs. C'est un écosystème de porte d'entrée. On essaie aussi de traduire ce terme-là. Est-ce que c'est francophone, découvrabilité, tout ça? Des fois, on parle de lisibilité aussi du contenu, dans sa qualité à devenir lisible pour un IA, puis le rendre disponible. Mais ouais, je pense qu'on est d'accord sur la définition. Alors, c'est intéressant aussi, découvrabilité pour ceux qui nous écoutent. Je suis sûr qu'il y a eu quelques grincements de dents parce que, en fait, on a regardé. Découvrabilité, c'est pas encore vraiment au dictionnaire Larousse, mais c'est pas grave. Le gouvernement du Québec l'utilise beaucoup, donc je me sens un petit peu rassuré. Et en plus, on a nos amis de la presse qui ont fait un article donc en octobre 2025 pour présenter ce mot-là. Donc, je nous sens légitime en utilisant découvrabilité. Dans mon intro, je parlais aussi de que c'est un nouvel enjeu pour les marques. Et en fait, Danny, j'aimerais bien savoir justement en quoi c'est un enjeu aujourd'hui, cette découvrabilité à l'ère de l'IA. Écoute, je dirais, l'enjeu est un bon mot. J'utiliserais défi. Ça a changé vite. C'est arrivé du jour au lendemain. Historiquement, on va parler un petit peu du cadre anciennement, de comment on travaillait toute cette découvrabilité-là. Mais aujourd'hui, puis Alex va se rappeler mes années chez Omnicom où je parlais de l'année du mobile. Là, on a eu beaucoup de temps dans le passé quand il est arrivé des grands changements comme l'arrivée du mobile pour s'adapter. À chaque année, moi, j'arrivais en disant, c'est l'année du mobile, il faut être prêt. Mais il est arrivé un moment où un matin, il y avait plus de recherches sur Google et les moteurs de recherche en mobile qu'en desktop. Puis là, c'est là qu'on a senti que tous les clients ont fait OK, wow. Il se passe quelque chose. Ça se passe maintenant, faut réagir.
il se passe un peu la même chose avec toute l'arrivée des engins de IA et tout ça. Sauf qu'au lieu d'avoir 6-7 ans pour se préparer, c'est arrivé, puis au bout de 8 mois, il fallait déjà réagir, puis se dire, oh, il se passe des choses concrètes déjà. Fait que c'est pour ça que c'est un défi, puis aujourd'hui, on va essayer de discuter justement de comment on répond à ça. Oui, puis il y a plusieurs défis. Il y a le défi de s'adapter en tant que marketeur, clairement, en tant que marque, en tant qu'agence, mais aussi en termes de mesure. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire pour la mesure du succès pour un annonceur? Si là, on va parler peut-être les clics, les visites sur les sites web éventuellement, puis ça doit rentrer dans la composition du succès. Notre place dans l'IA, notre place dans la découvrabilité. Donc, c'est un défi absolument. Puis ça, par contre, ça vient avec de l'innovation. Donc, chaque challenge amène aussi des solutions qui naissent. Puis ce que pour nous, à l'agence, c'est super stimulant aussi là, comme défi. Ah, c'est très intéressant. Et puis, je vais vouloir vous entendre sur les solutions sur lesquelles vous travaillez, parce que avec votre connivence, c'est sûr que vous avez certainement essayé beaucoup de choses. Je voulais aussi encore, en mode un peu poil à gratter, vous entendre sur ce que j'ai entendu en fait sur l'enjeu. À l'ère de l'IA, pense tous que l'IA simplifie, etc. Mais j'ai aussi lu et entendu que, en fait, la découvrabilité à l'ère de l'IA, ça complexifiait en fait les choses pour les marques. Dany, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Complètement. Puis en fait, je vais utiliser cette question-là pour le petit retour en arrière. Parfait. Si on se rappelle, je dirais début des années 2000, 2004, 2005, tu sais, le cadre pour mesurer le succès était beaucoup plus simple, au sens que les portes d'entrée, il y en avait moins. Google, joueur majeur, près de 90% des parts de marché. Bon, et puis donc là, c'était assez simple de se dire, c'est la porte d'entrée majeure, j'optimise pour Google. C'est assez simple, on fait des mots-clés, on regarde ce que les gens recherchent. On s'assure que notre site répond bien à ces recherches-là, que le contenu est pertinent. Puis on mesure, je me positionne, quelle position dans Google, ça génère quelle quantité de trafic. Fait que le cadre était simple, mesure, efficace, KPI. Maintenant, il se passe beaucoup de choses, dans le sens que, oui, les LLM, les chats GPT de ce monde, majoritairement, vont chercher des parts de marché. Google, maintenant, avec le zéro clic, le fait qu'il va répondre avec une question déjà dans le haut de la page sans avoir besoin de cliquer. Gemini, maintenant, on peut avoir la petite option AI. Toutes ces portes-là font que, puis comment les gens recherchent aussi. Avant, on rentrait des mots-clés. Maintenant, c'est des mots-clés, c'est des prompts, c'est généré par la voix. Fait que quand tu regardes tout ça, puis c'est clairement ce qu'on va essayer de pousser aujourd'hui dans la réflexion, c'est tu sais, en tant que marque, en tant que Tourisme Montréal, à partir du moment où on voit qu'il y a une multitude de portes d'entrée, c'est là qu'on se dit, on mesure quoi, où, comment, les gens cherchent de quelle façon. Puis c'est encore assez nouveau, même si c'est très présent, c'est assez nouveau, la façon de comprendre ces engins-là. Ça fait que je dirais, ça simplifie peut-être dans la vie de tous les jours pour monsieur, madame, tout le monde qui fait une recherche sur un LLM, tout ça. Les réponses sont déjà construites, mais en arrière, pour nous, de se dire, je réponds comment à ces questions-là, dans quel environnement, je le mesure comment. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, je comprends effectivement que pour une marque, c'est bien plus complexe. Mais d'un autre côté, pour les gens, je pense que c'est quelque chose qui est plus simple pour eux. Ils ont des réponses complètes par rapport à ce qu'ils recherchent exactement. Donc, il y a un paradoxe là qui est quand même très intéressant. Et en fait, Alex, du côté des agences, justement, quels sont les outils qui sont disponibles pour qu'on mesure tout ça? On en est où, en fait, Alex, dis-moi? C'est un enjeu pour tout le monde, mais ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un retour vers l'essence de ce qu'on est censé faire comme marque puis comme professionnel pour accompagner les marques, dans le sens où il y avait beaucoup de facilité dans les dernières années sur une audience probabilistique qui va rejoindre sûrement les gens qui sont in-market pour le voyage, par exemple. Ça semble facile, c'est plutôt opaque, puis tout le monde se dirige là-dedans. Fait qu'il y avait beaucoup de facilité, beaucoup de raccourcis pour faire un certain travail. Même chose pour la mesure du succès. Tu sais, certains KPI avec lesquels on était habitués de travailler. Là, on revient via la complexité, un changement où finalement, il faut venir à la base de connaître son consommateur. Et ça passe par d'autres méthodes. C'est pas juste de dire je compose une audience puis ça va faire le travail. Il faut que je revienne aux besoins de cette personne-là. Puis je dis une personne, il y a différents profils, différents segments. Il faut vraiment connaître la cible, ses portes d'entrée vers l'IA parce que ça vise à répondre à un besoin consommateur avant tout, qui va peut-être mener vers une action de booking pour un voyage ou peu importe. Fait que ça, connaître le conso, c'est redevenu à la mode et c'est super le fun, c'est rafraîchissant.
ainsi que toutes les méthodes d'analyse, fait que les MMM, la modélisation, parce que il n'y a pas de lien vraiment clair entre l'exposition puis l'action. Fait qu'il faut revenir à d'autres méthodes finalement qui nous rapprochent de la vérité. Fait que ça, pour moi, je trouve ça excitant parce qu'on vient à la base de ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire comprendre le consommateur. Je trouve ça effectivement très intéressant parce que bien connaître le consommateur, puis aujourd'hui connaître son intention, je sais que ça on va en parler un petit peu plus tard, mais je pense que c'est vraiment clé, une des clés du succès pour justement la nouvelle découvrabilité. Mais avant qu'on en arrive là, en fait, je voudrais revenir sur un élément important dans l'ère avant l'IA, qui est l'importance des mots-clés, en fait. Et donc, on sait que tout était organisé dans le passé avec des mots-clés. Moi, des mots-clés que j'appelle inertes, comme chambre d'hôtel. Donc, il n'y avait pas d'intention, etc. Et puis ça, donc, c'est sûr que ça va changer. Dany, est-ce que tu peux nous éclairer justement un petit peu comment ça va se passer, notamment, par exemple, dans le tourisme? Je dirais le défi au niveau du tourisme, c'est que les intentions sont multiples, que tu sois en mode inspiration, planification de voyage, itinéraire, quoi faire, restaurant. Donc, nous, c'est sûr qu'on a un terrain de jeu qui est très, très vaste, justement, pour se dire, bon, les gens ont commencé à faire quoi? Parce que souvent, on va aller dans des raccourcis en disant, les gens, maintenant, utilisent ChatGPT pour planifier l'ensemble de leur voyage. C'est pas tout à fait vrai encore. Ils utilisent ces engins-là pour faire certaines recherches, souvent à destination, quand on va vouloir justement un itinéraire. 1 heure d'ouverture, le meilleur restaurant autour du quartier dans lequel je suis. Il y a beaucoup de requêtes en ce moment qui sont en train de migrer vers des écosystèmes qui sont plus IA que Google. Cependant, Google a encore au-dessus de 80% des parts de marché des recherches en ce moment. Sauf que nous, c'est de comprendre justement, les exemples concrets. Nous, on se rend compte que tout ce qui est itinéraire, gastronomie, on est très, très fort au niveau de notre positionnement dans les moteurs IA, ce qui est une bonne chose pour nous au niveau du tourisme parce qu'on met de l'avant notre écosystème, les nouveautés, nos membres et ainsi de suite. Mais il y a d'autres catégories où là, ça devient plus complexe. On se rend compte qu'on était très fort dans, comme tu disais avant, c'était simple, les gens indiquaient dans Google « Things to do in Montreal », quoi faire à Montréal, des choses comme ça. On était premiers. On arrive, les gens viennent sur notre site. Maintenant, tous ces moteurs-là se disent « Ah, je vais aller chercher d'autres sources. Le quoi faire à Montréal, c'est plus seulement... On va ranker un top... En fait, on va classer un top 5, 6, 7, 8 sites. Maintenant, on va aller chercher une vidéo TikTok qui a été postée la semaine passée. On va aller chercher... Donc là, nous, c'est de se dire, bon, ces engins-là réfléchissent comment? Puis nous, on a vu des changements marqués déjà pour des catégories où on peut s'avancer à dire qu'on perd des fois du 15-20% de notre trafic organique qui, auparavant, était très linéaire sur notre site. Maintenant, il faut se dire, bon, on l'a encore. Les gens cherchent encore quoi faire à Montréal. Sauf que les sources de vérité sur qu'est-ce qui est mis de l'avant, puis comment on le mesure, puis on va le gratter plus tout à l'heure. Ce bout-là devient plus complexe parce qu'encore là, comme on disait tantôt, il y a une multiplicité de points de contact qui vont servir à répondre à ces questions-là. Absolument. Voilà. Oui, c'est incroyable à quel point on voit déjà la différence, ou tu vois déjà la différence. Alex, de ton côté, est-ce que des choses à rajouter ou justement peut-être aussi nous parler du taux de clic, l'incidence sur le taux de clic? Bien, ça dépend des industries, comme le dit Dany. Je veux dire, Google est encore dominant. On essaie d'avoir des estimations sur les volumes. C'est pas déclaré, mais selon les sources, entre 8 et 16 milliards quotidiennement dans le monde de requêtes sur Google. C'est encore dominant. On n'est pas en fait, on n'est pas triste pour Google, donc. Non, pas du tout. Non. Puis ChatGPT, 2,5 milliards à peu près. Fait que tu as un ordre de proportion. C'est vrai que dans l'environnement Google, il y a un pourcentage, à peu près 20%, le maximum d'opportunités où il va y avoir de l'IA qui va embarquer finalement pour proposer une réponse. Mais toute proportion gardée, les clics demeurent, mais ça varie par industrie. Ça varie par utilité d'un site web. Quand on a un site transactionnel, on est moins inquiet. Quand on est plus informationnel, comme un site touristique par exemple, peut-être qu'il faut effectivement profiter de cette connaissance-là, de toutes les sources qui vont nourrir l'IA pour avoir une meilleure influence par rapport à notre contenu. Fait que c'est plus dur que de gérer une liste de mots-clés comme on le faisait auparavant. Travailler du contenu, c'est plus intense. Ça demande une meilleure réflexion, ça demande la collaboration. C'est pas juste notre site web, comme l'a mentionné Dany, c'est des partenaires qui vont nous aider à propager cette influence-là de la marque. Donc, oui, c'est complexe, effectivement. Et est-ce que, si on se replace au moment de la recherche en ligne avant l'IA, est-ce que ça fait aujourd'hui une différence sur le parcours client en termes de... avant, c'était plus pour le bas de l'entonnoir. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui?
Oui, c'est drôle parce que c'est toujours été plus axé conversion, mais même en search, il y avait quand même un funnel à même le search. Il y avait une stratégie de mots-clés où on pouvait vraiment, quand je ramène à la compréhension du parcours consommateur, s'assurer d'être présent pour répondre à différents besoins, puis graduellement amener la personne vers l'action. Puis par rapport à l'entonnoir, tu me fais penser parce que j'écoute tes podcasts, Thomas, et j'ai vu qu'on parlait de justement l'entonnoir dans un podcast précédent, super intéressant d'ailleurs. Puis c'est vrai que faut rappeler, bon, on parlait du search, maintenant avec l'IA, on touche aussi à l'influence qu'une marque peut avoir, puis ça ramène à, on parle beaucoup de croissance des marques. Auparavant, c'était facile, tu dis, il y a une recette, c'est la pénétration du marché, puis on va y arriver. T'sais. Maintenant, on parle beaucoup d'influence d'une marque. Donc, c'est pas juste d'être présent avec un certain ratio de portée, c'est s'assurer d'être entendu et pertinent. Et ça, l'IA vient vraiment nous aider sur la pertinence. Parce qu'on tombe dans des moments où c'est pas tant du push, c'est du pull marketing. Et la relation est un peu différente. Et ça, ça nous aide dans toutes les étapes du funnel. Puis on voit aussi, on a fait des sondages avec Omnicom sur les consommateurs aux États-Unis. Puis on leur demandait pour quelle phase de votre processus de décision vous utilisez l'IA? Puis la découverte, les débuts des processus étaient quand même assez impliquaient quand même beaucoup l'IA. Puis il y a même jusqu'à 17% des gens qui déclaraient avoir fait un achat grâce à une recommandation de l'IA. Et ça, on est juste au balbutiement. C'est la version la plus primitive qu'on a de l'IA. Donc, ça va juste continuer à prendre une plus grande part dans l'ensemble du funnel, dans l'ensemble de la chaîne de décision pour le consommateur, selon moi. Pour faire du chemin, nous, on le voit concrètement au sens que, justement, historiquement, parce que le cadre était plus serré dans l'inspiration que tu pouvais aller chercher en tapant un mot-clé sur Google, puis aller voir des sites. Là, on voit qu'il y a vraiment une démocratisation au sens que il y a ça aussi, il y a le parcours d'inspiration, de choix de destination qui a aussi explosé en plusieurs touchpoints au sens que maintenant, on va s'inspirer pour un voyage encore beaucoup avec les médias sociaux. On va être sur TikTok, sur Instagram, Facebook. On va voir un post, un ami, la famille, et ainsi de suite. Donc, on va interagir avec du contenu. Nous, on fait beaucoup de, dans notre cas, de vidéos pour l'inspiration en destination pour justement faire cette notoriété-là. Donc, tu vas interagir avec une vidéo, mais maintenant, ces engins IA-là facilitent la discussion dans des phases multiples. Historiquement, le seul choix qu'on avait, c'est les gens sont inspirés, ils vont sur Google, font des recherches maintenant. On va discuter avec les fameux chatbots. On va aller sur chat pour s'inspirer en disant « Ah, j'ai vu telle vidéo ou tel influenceur a dit tel truc. Tu me recommanderais quelle destination, par exemple, si je vais dans ce coin de pays-là, par exemple. » Puis ça, on le voit de plus en plus, ça fait que ça devient aussi plus complexe de se dire, tu sais, nous, on est vraiment en mode, faut maximiser la portée avec nos contenus qualifiés qui vendent le fameux terrain de jeu de Montréal, tout ce qu'il y a à faire et tout ça, nos fameux piliers, la culture, bien-être, et ainsi de suite. Mais après ça, faut comprendre ils vont dans quel endroit, puis c'est là que le plus possible, on veut justement essayer de tenter de contrôler le message, au sens que de se dire, on va être certain que quand les gens vont faire une recherche sur Montréal, ils vont comprendre qu'on est une capitale gastronomie, une référence en gastronomie, et ainsi de suite. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'on va travailler. Oui, c'est intéressant. Puis on va parler un petit peu plus tard là de contenu qui fait autorité. Mais avant d'en arriver là, je voudrais vous entendre aussi sur la durée en fait de cette recherche, puisque avant l'IA, donc je vais me placer à ce moment-là, le parcours était assez long. Là, je faisais une demande à Google, peut-être que j'allais voir des avis, je consultais des sites, etc. Là, et il me semble, mais peut-être que c'est un mythe, donc une bonne conversation à avoir. Il me semble qu'aujourd'hui, en fait, je fais une demande à Google Gemini et puis j'ai une réponse quasi complète qui me demande plus d'aller ailleurs. Donc, est-ce que ça, c'est un vrai mythe, Dany? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'est une très bonne question. Je te dirais, je crois pas qu'on est encore rendu là. OK. Je pense que c'est la réponse à laquelle tous les gros joueurs tentent de répondre actuellement. Au sens que, justement, l'exemple des hôtels, je pense, est intéressant. En ce moment, c'est quand même assez marquant. Quand tu tapes, je vais donner l'exemple de Paris, meilleur hôtel familial pour 5 personnes à Paris, dans Google. Google aurait la capacité de te répondre avec un résultat IA. Il le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore
plusieurs milliards de dollars qui sont en jeu avec les OTA de ce monde, les Booking.com, les Expedia, les hôtels qui sont justement des annonceurs à ce niveau-là. Fait qu'en ce moment, je dirais, s'il y a vraiment comment je dirais, je veux dire bataille et grosses plaques tectoniques qui sont en train de bouger en disant qui va gagner cette bataille de porte d'entrée-là entre les Google, les Expedia. Est-ce qu'éventuellement Chat va intégrer assez d'intelligence pour être capable de répondre à toutes ces questions-là? Mais en fait, je pense que le point de bascule va être au niveau de la confiance. Parce que dans le voyage, un des points qui est très, très important, c'est la confiance que tu vas donner justement à la réponse, à l'engin. Est-ce que c'est vraiment le restaurant le meilleur? Est-ce que c'est vraiment la meilleure hôtel pour moi? Est-ce que j'ai le meilleur prix? Et tout cet écosystème-là, en ce moment, fait qu'il est en train de se placer, mais on n'est pas encore Bien sûr, là. Fait que ça va être intéressant. Surtout sur les expériences, disons que moi je suis une personne qui est particulièrement sensible au prix, mais que l'IA me propose quelque chose qui est plus premium. C'est sûr que à quel point ça peut être crédible, etc. Donc ça c'est sûr que ça peut devenir un enjeu. Et puis toi, de ton côté, Alex, est-ce que tu as quelque chose à rajouter justement sur cette notion de parcours qui pourrait être plus court? Qu'est-ce que tu en penses? Encore une fois, c'est dur de généraliser. On voit en moyenne 5 interactions dans l'IA. Fait que, dire que c'est court ou pas, je pense que ça dépend de ce qu'on recherche. Bien sûr. Et même les sondages démontrent que les consommateurs aujourd'hui font plus confiance aux recommandations d'IA que pour les publicités aujourd'hui. Donc, c'est majeur. Ouais, c'est même très surprenant parce que je me demande d'ailleurs même si les gens savent que c'est l'IA qui est derrière une plateforme comme Google Gemini, parce que il y a quand même énormément d'études qui démontrent que les gens ne font pas confiance à l'intelligence artificielle. Et justement, Alex, est-ce que les gens savent que c'est l'IA qui est derrière ces plateformes-là? Mais dans justement Google, tu as AI Overview, donc c'est ce que les gens voient. Quand ça apparaît, les gens vont consulter ça en premier. Quand on leur demande, est-ce que vous croyez que c'est une source crédible pour votre recherche, souvent, ils vont commencer par ça. À tel point qu'il n'y a aucun clic qui va se faire sur les liens en dessous. Donc, c'est incroyable, ça. Ouais, puis non seulement ça, c'est la position dans laquelle une source va apparaître est aussi importante parce que c'est pas tout le monde qui va se rendre jusqu'au bas du contenu qui est généré par l'IA. Ils vont souvent parfois rester sur le début. Bien sûr, hein. Donc, le positionnement est encore un des éléments qu'on va commencer à regarder sur... Mais ta question est intéressante dans l'optique où, au point d'Alex, je pense que la notoriété de ChatGPT est arrivée tellement vite que souvent, on va parler d'IA, puis on va tout de suite l'associer à ChatGPT, qui est quand même une partie. Mais comme on disait tantôt, Google a encore une majorité des recherches. Et à ton point, le AI Overview, quand on fait pas le petit... tu sais, quand sur Google, sur ton téléphone, tu peux passer en mode IA directement, puis aller directement parler avec Gemini. Mais le AI Overview, c'est intéressant parce que les gens réalisent pas que cette réponse-là est la même réflexion que ce qui se passe dans ChatGPT. Puis où je crois que Google est dans une position particulière par rapport à ça, c'est qu'à partir du moment que tu mets un AI Overview, tu descends l'ensemble des publicités, tu descends l'ensemble des résultats, les taux de clics baissent d'à peu près 50, peut-être 15-20%. Alex pourra nous confirmer ça. Ça fait longtemps que j'ai plus eu de benchmark par rapport à ça, mais nous, on le voit que pour des requêtes où on était en médias en SEM, on voit que le taux de clic baisse drastiquement. Et là, Google est un peu l'œuf ou la poule. Je ne sais pas si on peut encore... C'est l'expression qui fait du sens pour ça, mais en disant, est-ce que je réponds de la meilleure façon pour être sûr de compétitionner un ChatGPT tout en éventuellement mettant à risque certaines choses. Fait que c'est vraiment intéressant ce qui va se passer. Je pense c'est à suivre. En fait, je pense qu'on est prêt à passer justement à comment ça se passe aujourd'hui. Ce qui change aujourd'hui justement avec l'IA. Et en fait, je pense que la découvrabilité aujourd'hui passe par le GEO. Mais avant qu'on avance dans cette portion-là, qu'est-ce que c'est ça le GEO, Alex? À sa plus simple expression, c'est la manière qu'on est capable d'influencer notre positionnement dans ces outils-là LLM. Ça amalgame toute une série de techniques diverses. Il y a les 4C, le contenu consommateur, le code et la crédibilité, notamment. Fait que c'est l'ensemble de ces techniques-là. C'est un peu l'évolution du SEO. Quand on peut le regarder de sa forme la plus simple, il y a beaucoup de similitudes, mais donc c'est une nouvelle discipline qui est naissante. C'est drôle parce que par rapport au SEO,
la recette n'était pas déclarée, mais on l'avait un peu comprise. On savait à peu près quel levier utiliser, puis c'était quand même facile de truquer un petit peu l'environnement pour apparaître. Le géo, c'est un peu récent. On découvre ces nouvelles dynamiques-là, et on sait quand même qu'il y a des éléments solides, mais il y a personne qui peut prétendre qu'il connaît absolument la recette parfaite. En même temps, on est habitué avec tous les changements d'algorithme de Google, ça c'est pas nouveau, donc c'est quelque chose qui existait déjà. Google nous a toujours beaucoup habitués à ce que son algorithme change. Je voudrais vous entendre sur une statistique de McKinsey, nos bons amis de McKinsey, qui affirment aujourd'hui que en fait, les résultats géo sont consultés en moyenne par 50% des gens, qui me semble extrêmement important. En même temps, témoigne de l'envolée du géo. Mais tu as l'air perplexe, Alex, avec cette statistique. Ça paraît élevé, ça paraît gonflé, effectivement, parce qu'on mentionnait tout à l'heure, la porte d'entrée avec les chiffres qu'on connaît des recherches sur Google demeure quand même les moteurs de recherche. Ceci, ça varie selon les générations aussi. Ouais. Il y a des adoptions différentes selon le profil des consommateurs. Les milléniaux, les générations Z sont ceux qui adoptent le plus rapidement, donc le plus de pénétration. Même parfois, je connais des gens qui vont plus googler. Là. C'est ChatGPT en premier, donc ça peut varier. Puis c'est intéressant comme statistique, mais on peut tellement jouer avec les chiffres. C'est sûrement aussi une statistique américaine, donc je sais pas si ça fait une différence, mais... Exactement. En fait, c'est plus ça. Je pense que c'est dans le contexte. On a vu, mais au point d'Alex, moi, j'ai vu des statistiques où peut-être ChatGPT va chercher en ce moment 16% du bassin de recherche. Mais après ça, tu peux le diviser par catégorie, par grande action, mais très clairement... L'adoption est là. L'adoption est là. C'est plus... J'ai d'autres questions aussi, toujours issues du rapport de McKinsey, qui font une grande déclaration fracassante qui, en gros, dit que être une marque forte aujourd'hui ne garantit plus la découvrabilité. Dany, t'en penses quoi? Écoute, déclaration fracassante, je partirais en disant je suis pas tout à fait d'accord. D'accord, c'est bien. En fait, pas tout à fait ou pas d'accord, en fait, complètement du tout. Non, mais je pense que, tu sais, comme tu le mentionnais, tu sais, je pense que Montréal, tu sais, est une marque, une destination très forte, fort. La vitesse à laquelle ça évolue, au sens que je pense qu'on est dans les balbutiements de dire que oui, tu peux, comme Alex disait tantôt, qu'il y a des façons de venir tricker tout ce qui est en train de se passer, sauf que à terme, tu sais que c'est sûr, je vais vous donner l'exemple des contenus. Tu sais, nous, tout le site de Tourisme Montréal a toujours été une référence depuis à peu près une quinzaine d'années en termes de le quoi faire, la planification à destination, beaucoup de contenu sur l'inspiration et ainsi de suite. On a toujours été une référence, on a toujours été très fort dans Google, on a toujours super bien ranké. Mais après ça, c'est une combinaison de plein de choses. T'as le contenu, t'as le rayonnement qu'on fait avec les vidéos, nos médias sociaux et tout ça. Cependant, en ce moment, je pense que tous ces algorithmes-là, au niveau du IA, se cherchent. Je pense que c'est pas encore confirmé qu'est-ce qui fait que je vais aller chercher telle vidéo TikTok et tout ça. Mais on n'a pas le choix de revenir à, je dirais, une façon de mettre de l'avant les contenus les plus humains, authentiques, pertinents. En ce moment, c'est un peu, je vais dire free for all en anglais, au sens que tout le monde se lance un peu partout. Mais à terme, nous, les contenus de qualité qu'on fait avec des Montréalais, avec la voix de Montréal, avec la pertinence, l'authenticité, on est convaincus qu'à terme, on va rester et demeurer l'autorité. Cependant, il y a du travail à faire pour être sûr que justement ces engins-là comprennent. Ça va si vite, les changements. Il y a quelques semaines, on parlait de « faut faire du contenu pour les IA, les robots. Faut faire un coiffeur humain, un coiffeur robot parce que là, il va aller répondre. » Et là, quelques semaines après, ça change. Finalement, ils ont commencé à comprendre que le contenu authentique, c'est lui qu'on va aller chercher versus ceux qui font en ce moment de l'automatisation de contenu. Fait que ça va très, très vite. Fait que moi, je pense que la force de la marque va justement être encore plus importante qu'avant. J'aime beaucoup ça, que tu sois pas du tout d'accord avec McKinsey. Ça me fait plaisir à entendre, en fait. Et toi, justement, Alex, comment tu te positionnes par rapport à ce que nous dit McKinsey, justement, que la force de la marque est plus forcément quelque chose d'important pour la découvrabilité? Je vais aussi prendre l'option de challenger McKinsey. Parfait, j'adore. Donc, je suis d'accord avec Dany, mon client. C'est toujours une bonne position à avoir. Merci. Non, mais c'est vrai, parce que on parlait d'une marque forte, c'est aussi une marque qui connecte avec les gens. Puis une marque forte aussi, quand elle est citée par l'IA, l'IA sert de rappel essentiellement à ce qu'on connaît d'une marque.
Puis tu parlais de la pertinence aussi. Ben, comme les portes d'entrée sont tellement variées pour que la proposition d'une marque vienne croiser les besoins d'un consommateur, il faut que cette pertinence-là soit déployée sur tous les aspects qu'une marque peut représenter pour un consommateur. Puis ça, ben, oui, une marque forte fait le travail, mais la diversité du contenu qui vient répondre à ça pour crédibiliser notre propos est aussi importante. Donc ça, pour moi, ça constitue une marque forte aussi. Pas seulement le top of mind ou la connaissance d'une marque, mais aussi ça, à quel point elle peut rejoindre les besoins des consommateurs. Je voudrais maintenant vous entendre un petit peu sur la recherche conversationnelle. C'est aussi un des grands changements dans le GEO. Je parlais avant de mots-clés inertes, alors qu'aujourd'hui, on est plus dans une conversation, des longues questions, etc. Je suis sûr que ça fait une différence au niveau des contenus, de la façon dont ils sont rédigés. Dany, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. En fait, je dirais, il y a deux choses, je pense. C'est vraiment intéressant le côté vocal des recherches et tout ça. Là, Alex va se rappeler nos belles années où on prônait le voice search. Ça va révolutionner. Il y a eu, puis on en parle un peu en blague, mais il y a eu des années où je me souviens plus, c'était-tu 2021, où on disait, où les grands joueurs disaient dans 3, 4, 5 ans, 50% des recherches vont se faire par la voix, mais dans ce temps-là, on parlait pas d'IA, on parlait vraiment plus de... Assistants vocaux. Assistants vocaux et tout ça. On se rend compte que le contexte dans lequel ces appareils-là connectent avec son recherche et tout ça n'a jamais vraiment fonctionné, sauf pour des recettes, la musique, des choses comme ça. Je pense que ça a gardé une niche. Alexa fonctionne bien pour certains niches. Cependant, là, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment la façon dont les gens recherchent. Quand tu parles avec un IA versus des mots-clés plus inertes, clairement, là, c'est une conversation. C'est des questions beaucoup plus longues, des questions qui s'en suivent avec d'autres questions, et c'est là que clairement la recherche vocale n'aura pas le choix de prendre une importance. Tu sais, aujourd'hui, moi personnellement, 90% du temps à lequel je vais faire une recherche avec un chat ou un Claude ou un Gemini va se faire par la voix parce que, ça va beaucoup plus vite. Sûr. Et là, on peut avoir une réflexion. Ce qui fait que, nécessairement, ça amène... je dirais, les contenus restent, je dirais, importants, comme je disais tantôt, dans leur authenticité, mais très clairement, les gens sont capables de personnaliser beaucoup plus le type de questions qu'ils vont poser, puis après ça, on le sait qu'il s'ensuit d'autres questions, donc nous, il faut être certain qu'on est capable de répondre à ça avec du contenu. Fait que oui, clairement, nous, ça fait partie de notre stratégie de se dire, bon, avec cette nouvelle façon d'interagir, puis tu sais, on analyse beaucoup aussi ce qui se passe avec même chose avec les chatbots et tout ça, tu sais, tout ce côté-là de quelles questions sont posées donne de l'information de notre côté après pour comprendre qu'est-ce qu'on va leur donner comme contenu. Donc oui, ça a eu un impact. Là, je pense qu'il va avoir un réel impact parce que je pense que le contexte n'aura pas le choix de s'adapter, le cadre et les outils autour à cette nouvelle réalité les réalités-là. Oui, je comprends bien. Et justement, en termes d'utilisation, est-ce que, Alex, du côté de l'agence, est-ce que toi, tu peux partager un peu des statistiques? J'imagine que cette recherche vocale, elle est en forte croissance. Qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est sûr que l'évolution s'en va sur la facilité pour le consommateur. Donc, à l'exemple de Dany, je connais aussi beaucoup de personnes qui ont ce comportement-là pour la simplicité. C'est-à-dire, pour moi, c'est plus rapide de dicter quelque chose que de l'écrire. Ça amène des conversations. Déjà, à l'époque du voice search, on déclarait que c'est des phrases plutôt que des mots-clés qu'il faut commencer à regarder. Donc, pour le contenu, c'est la même chose aussi. Donc, l'incidence que ça a sur nos stratégies, c'est s'assurer que le contenu rejoigne deux auditoires, le consommateur, mais aussi la machine. Puis, ça force aussi d'autres mécanismes de structure, finalement, de comment est-ce qu'on va organiser le contenu. On va le morceler différemment, on va s'assurer d'avoir des résumés, on va s'assurer que l'IA trouve l'information rapidement avec, parfois, c'est des points de forme. Aussi, s'assurer qu'il n'y a pas de fin à ce contenu-là, qu'on amène une suite, qu'il y ait de la suite dans les idées à notre contenu, essentiellement, pour être bien représenté, puis qu'on apprécie dans les LLM, essentiellement. Puis c'est drôle, tu mentionnes je vais dire, tu sais, mon éditrice en chef chez moi, tu sais, souvent elle vient me voir puis me dit, c'est impressionnant comment on revient aux bases d'écrire du bon contenu bien structuré, authentique, original. On a énormément de collaborateurs avec qui on travaille pour couvrir différents pans des contenus de la ville, nos piliers et tout ça. Puis on revient vraiment aux bases. Donc, tu sais, moi, je pense qu'en ce moment, on en parlait un peu tantôt, je pense qu'il y a certaines personnes qui essaient de contourner
parce que c'est assez nouveau, automatiser certaines choses, faire des contenus 100% robots, mais je pense que rapidement, on va revenir à partir du moment où il y a quelque chose de authentique, bien senti, qui met de l'avant des choses pertinentes. Je pense que ça va être ça la clé. Tu piques ma curiosité sur les contenus, Danny, parce que justement, on fait référence aussi à un des balados où on parlait donc justement du funnel. Les contenus sont difficiles à mesurer, donc là, il faut revenir un peu à la base, etc. Je sais pas s'il faut en faire plus, parce que tu parlais, Alex, aussi, donc tu sais, on parle aux audiences, mais aussi à la machine. Comment une marque s'y retrouve là pour mesurer la performance des contenus? Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui est nouveau, auquel il faut penser, qui fait partie de la complexification dont on parlait tout à l'heure? Complètement. Puis je pense que ça, c'est le cœur, en fait, je pense que c'est le cœur du sujet, presque l'enjeu et le défi qu'on a au niveau de la mesurabilité de ce qu'on fait. Tu sais, nous, on a plusieurs chantiers qui sont en place avec, justement, Touché, Omnicom, Alex et la gang là-bas. Depuis un certain temps, je pense qu'on était assez fiers. Là. Je pense qu'on a été précurseurs à se poser les questions, puis à pousser les agences, puis à dire on veut le comprendre parce que nous, on pense que ça va arriver vite. Puis tu sais, on est à revoir les cadres de mesure, tu sais, il y a un peu historiquement, tu mesures la qualité la performance d'un contenu avec, j'ai fait tant de contenu, on rank bien dans Google, le contenu a généré tant de trafic, je l'utilise aussi en médias sociaux. Ça, c'est le genre de choses qu'on va faire bien aussi. Sûr, hein? Maintenant, ça vient plus complexifier parce que là, tu te dis, bon, j'ai produit un contenu, il a été moins vu nécessairement parce qu'il y a moins de recherches linéaires sur Google. Cependant, ce contenu-là est venu bonifier 30% des recherches gastronomie dans les LLM. Puis là, c'est là qu'on est rendu à se dire, parfait, c'est comme ça qu'on va le mesurer. On va élargir le cadre, nos objectifs. Ça va être un mix de sites web, oui, parce que le site web reste critique quand même dans l'écosystème. Moi, je pense que c'est un pilier, c'est l'assise de tout ce qui se fait après autour. Cependant, ça va être le contenu sur le site, la visibilité dans les fameux LLM, la portée qu'on va aller chercher avec un certain contenu sur les médias sociaux. Puis ça nous fait questionner aussi sur c'est quoi le bon mix dans le futur entre contenu web, vidéo, médias sociaux, post, plus les Facebook, story et tout ça. Toute cette mécanique-là, cette arrivée des LLM-là, c'est le fun, parce que ça nous permet aussi de prendre du recul puis de dire, bon, OK, tu sais, on se rend compte que le quoi faire à Montréal, c'est beaucoup les vidéos de médias sociaux. Parfait. Pour ce cadre de contenu-là, on attaque, let's go, contenu vidéo, des Reels, des Shorts et ainsi de suite. Pour d'autres, c'est pas ça du tout. On se rend compte que dans la gastronomie, on est très, très fort avec nos contenus web. Donc, en ce moment, on a une référence sur ChatGPT quand tu recherches des sujets au niveau de la gastronomie à Montréal. Donc là, OK, parfait. Celui-là, on va le traiter différemment. Fait que c'est ça qu'on est en train de mettre en place pour chacune des catégories. C'est vraiment intéressant. Ouais. Je t'entends, puis j'imagine que c'est énormément de trial and error en bon français. Là. Puis comment vous travaillez marque, agence sur ça? Là, ça m'intéresse de si on peut ouvrir un peu le capot de la... Ouvrons le capot, Thomas, on va faire ça. Donc, ce qu'on a mis en place ensemble, c'est des rapports où on est capable de voir pour chacun des LLM notamment les sources de référence. Et ça nous indique pas mal le type de travail qu'on va devoir faire, où est-ce qu'on va devoir positionner le contenu. Mais également, on peut voir est-ce que ce que le LLM retient de notre marque ou les top 20 sujets qui traitent de tourisme pour Montréal, est-ce qu'ils sont les mêmes que ceux qu'on veut mettre de l'avant, que ceux qui sont prioritaires pour Tourisme à Montréal, par exemple? Fait qu'on est vraiment capable de comparer ce qui est perçu et ce qu'on veut pousser. Fait que ça nous permet de réaligner le contenu, notamment, c'est ça, la priorisation de ce qui existe déjà ou ce qui n'existe pas, puis finalement où on veut se positionner. Puis la stratégie de faire d'un LLM à l'autre et d'un marché à l'autre. Tu sais, pour Tourisme à Montréal, on attire des gens de la France, des États-Unis, parfois, et de d'autres marchés. Donc, pour chacun des marchés, il y a une adoption de l'IA différente aussi. Donc, les outils sont pas les mêmes. Et puis, ça prend une stratégie adaptée. Puis Alex, tu parlais tout à l'heure, là, justement, qu'on a deux audiences, les gens et la machine. Ouais. Est-ce que vous faites aussi vous regardez ça, en fait? Vous regardez les tableaux de bord que vous faites? Est-ce qu'ils sont maintenant pour ces deux typologies-là? Comment ça fonctionne? J'essaie de me projeter, là, en fait. C'est intéressant. Les outils dont je te parle, les rapports qu'on met en place sont surtout pour la machine. Okay.
Par rapport aux gens, je ne sais pas si tu as une façon de mesurer, de sonder c'est le plus classique, j'imagine. On a plus voyageurs. d'habitude sur les gens, là, mais... Oui, complètement. En fait, je pense que là, comment je dirais, le gros du travail, c'est de, comprendre comment les machines comprennent le contenu tout en continuant à faire du contenu pour les humains. Fait que c'est un peu ça. Ouais, c'est tout un défi quand même. Le ballon est un peu là en disant on n'est pas une, comment je dirais, on n'est pas une destination qui va produire du contenu pour les machines. Cependant, on dit les machines, les LLM sont là, prennent le contenu, viennent résumer un paquet de choses. Fait qu'il faut comprendre comment les machines comprennent notre contenu. Sauf que, un peu ce que je disais tout à l'heure, on se rend compte que, comme historiquement Google a fait, ou si on recule d'il y a plusieurs années, l'impact de la qualité du contenu, puis de comprendre que c'est authentique, que ce contenu-là est pertinent, était moins important pour Google au début dans la façon de classer les sites. Rapidement, avec les années, avec les compagnies qui automatisaient des milliers de pièces de contenu, Google n'a pas eu le choix de dire, là, j'ai plus le choix. Je vais ajouter des facteurs qualitatifs vraiment importants dans comment je positionne les contenus. Il y a la façon plus de gens pointent vers ton site. Historiquement, c'était ça qui était très important. Et aussi d'être capable d'analyser est-ce que c'est vraiment un humain qui est venu écrire ce contenu-là. Donc, moi, je pense que dans le futur, on va revenir à ces bases-là où la machine n'aura pas le choix de prioriser des contenus qui sont authentiques parce que l'expérience va en découler moins bonne sur ces outils-là, donc moins d'utilisateurs, donc un modèle d'affaires qui est moins pertinent. Fait que c'est une roue qui tourne. Fait que je pense Alex, si je peux ajouter là-dessus, par rapport à la mesure de l'humain, ultimement, on veut des retombées touristiques. Mm-hmm. Et puis ça, c'est pas des machines qui vont le faire. Donc, on peut voir aussi ce qu'on fait bouger l'aiguille sur un marché qu'on veut amener à Montréal, par exemple. Donc, ça nous ramène encore une fois aux bases de ce qu'on est censé faire. Alors, c'est un parfait segue, encore une fois en bon français, sur justement comment on gagne aujourd'hui avec le GEO. Dans ce que j'ai lu, puis c'est juste pour préparer un petit peu la conversation, il y a deux principes qui sont très proches de ce que tu mentionnais, Danny, qui est donc justement de structurer le contenu. Donc, il y a une nouvelle structure du contenu. Puis là, je vais revenir sur justement la notion d'intention. Puis le deuxième point que j'ai trouvé fort intéressant dans mes lectures de préparation à ce balado, c'est le contenu qui fait autorité. Puis ça, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Donc, il y a à la fois le contenu que Tourisme Montréal, par exemple, peut écrire, mais il y a aussi le contenu que va chercher le ChatGPT, etc. On va y revenir. Donc, premier point sur structurer le contenu. Tu en parlais de contenu authentique, etc. Mais est-ce que, par exemple, justement, tu sais, des avis vérifiés, là, puisqu'on sait aussi que c'est très important en tourisme, est-ce que ça, par exemple, c'est devenu encore plus important qu'avant? C'est quoi justement, qu'est-ce qui structure le contenu aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a des choses nouvelles ou finalement, c'est des choses qui étaient déjà existantes? Je dirais, c'est encore important, l'autorité, dans certains cas particuliers. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, tu sais, comme un mélange de, oui, il y a toutes les LLM, mais il y a un retour en force, par exemple, des influenceurs. Puis ça aussi, et tu sais, les influenceurs ont toujours été présents, mais maintenant, je pense que, tu sais, avec l'arrivée des TikTok de ce monde et tout ça, mais il y a aussi une explosion des micro-niches au niveau des influenceurs. Puis en tourisme, c'est un pilier important. Donc, tu sais, quand on revient à l'autorité du contenu, je pense que maintenant, il y a une démocratisation aussi de cette autorité-là qui va être amplifiée par les LLM dans la façon où il va s'alimenter de différents contenus d'influenceurs. Je donnais l'exemple tantôt que quand on cherche quoi faire à Montréal, là, il va aller chercher des vidéos qui ont été faites. Donc là, dans ce cas-ci, l'autorité du contenu devient un contenu récent, pertinent. Dans ce cas-ci, c'était notre TikTok à nous. Donc, on était l'autorité aussi à ce niveau-là, mais on le voit déjà qu'en ce moment, je vais vous donner un autre exemple d'autorité. De plus en plus, les LLM vont aller chercher. Nous, on travaille très, très fort en relations médias à l'international. Donc, on va développer des contenus avec certaines grosses publications. L'équipe travaille avec le Boston Globe, New York Times, Le Monde à Paris, et ainsi de suite. Puis là, de plus en plus, les LLM vont chercher ces articles-là. Donc, nous, on voit que pour certaines catégories, là, c'est un article d'une retombée que notre gestionnaire de marché aux États-Unis avait eu sur les meilleurs endroits pour manger pendant tel festival.
par exemple. Ouais. Donc là, on ouvre encore plus le spectre en disant, dans ce cas-ci, le LLM a considéré que l'autorité était l'article dans le New York Times ou dans un Travel and Leisure, qui dans ce cas-là est l'autorité. Donc, nous, c'est un défi parce que ça ouvre le spectre à analyser de façon assez importante. Je vous challenge sur l'autorité parce que en tout cas, je ne sais pas si c'est un mythe, mais justement, ça va être intéressant d'en discuter. C'est quand on fait d'ailleurs une recherche sur ChatGPT sur qu'est-ce que ChatGPT va chercher comme information ou où va chercher l'information. Souvent on a Reddit, Quora ou Wikipédia même. Enfin et donc là justement, il semblerait que des plateformes sur lesquelles il y a des conversations, pour réutiliser ton mot, Dany, authentiques, où les gens posent des questions pratico-pratiques et ont une réponse. Moi j'ai fait ci, voici comment. Ça compte. Donc là, autorité, ça peut être à la fois le New York Times comme tu mentionnes, mais ça peut être aussi une conversation sur Reddit, là, un échange entre personnes qui ont très bien mangé à Montréal. Alex, éclaire-nous là-dessus. C'est une question intéressante. J'ai deux façons de répondre. Oui, effectivement, la récence, tu mentionnais la récence du contenu et la granularité, la précision des détails qui sont véhiculés. Il y a un premium là-dessus, donc c'est important pour les LLM. Parce qu'on le mentionnait, il y a tellement de portes d'entrée qu'il faut vraiment s'assurer que le contenu répond aux besoins, puis les besoins sont très, très spécifiques. Ceci dit, il y a aussi parfois, selon les plateformes, des intérêts commerciaux. Ça, faut se rappeler aussi de ce qui existe dans la dynamique commerciale. Par exemple, un Google travaille beaucoup avec Reddit, travaille beaucoup avec YouTube, qui est sa plateforme. Donc, évidemment, ce sont des plateformes où le consommateur a son mot à dire. Il y a beaucoup de commentaires et de granularité, justement, d'informations sur les avis. Ceci dit, il y a aussi un intérêt à garder une personne dans un écosystème. Bien sûr. Pour conserver l'information. Et plus une personne reste dans un écosystème, plus on a une opportunité peut-être de la rejoindre, éventuellement avec de la publicité. Donc, faut être lucide aussi sur ce qui influence les LLM. Dany? En fait, moi, c'est ça, je compléterais en disant, ça revient beaucoup aux discussions qu'on a eues depuis tout à l'heure sur l'importance que les algorithmes de cette plateforme-là, comment je dirais, évoluent dans justement la qualité et la profondeur de la réponse qu'ils vont donner, puis c'est vraiment directement avec l'autorité. Tu sais, nous, on a chez Tourisme Montréal, on a un collaborateur qui va s'occuper d'avoir des conversations surveillées sur Reddit, ce qui se passe sur l'ensemble des écosystèmes. Mais je doute que quelqu'un qui cherche un itinéraire où les meilleurs quartiers pour la famille, pour un souper, un festival, et ainsi de suite, va trouver l'ensemble de ses réponses sur ce qui est dit sur Reddit. Je doute fortement. Donc, c'est un mix de plein de choses. C'est un mix d'influenceurs, de nos contenus sur le site de Tourisme Montréal, de paquets de choses. Reddit en fait partie. Moi, je pense que ça a été, puis là encore là, c'est très personnel, je m'avance, mais je pense que c'était un raccourci facile au début d'aller chercher ces environnements-là parce que rapidement, il y avait une structure qui pouvait être utilisée pour répondre à des questions. Mais moi, je pense que ça va évoluer. Puis je pense qu'à chaque semaine, le pourcentage d'importance de chaque source, je veux dire, YouTube était pas là à un certain temps. Après ça, il est devenu une source vraiment importante. Et là, avec l'évolution des LLM, d'être capable d'aller lire les vidéos, de comprendre ce qui est dit, de comprendre l'authenticité de ce qui est mis de l'avant, là, ça vient de changer parce que ça, je pense, c'est plus pertinent pour certaines catégories que ce qui est dit sur Reddit. Mais je pense que Reddit va rester, pour certaines catégories, un élément à clé. Mais je pense qu'après ça, il y en a d'autres où on va se dire c'est beaucoup moins pertinent. Fait que, en ce moment, on généralise, je pense, toutes catégories confondues. Voici le top. Mais moi, je pense qu'après ça va se segmenter. Puis justement, avec les outils d'un groupe comme le tien, Alex, est-ce que vous êtes capable par industrie de savoir justement la proportion de sources d'autorité, ou est-ce que j'imagine que ça varie extrêmement fréquemment, tous les jours sûrement, même plusieurs fois par jour, mais est-ce qu'on commence justement à avoir une petite certitude sur où est-ce qu'elles sont ces sources d'autorité-là, ou c'est beaucoup trop tôt à déterminer? C'est une question intéressante parce que les outils, tu vois, il faut savoir que les données de comportement sur les LLM ne sont pas partagées. Donc, il y a une sécurité d'information. Donc, les outils qu'on a tous à la disposition dans l'industrie, c'est souvent parfois même des outils qui étaient associés au SEO auparavant, où on vient sonder un marché pendant un certain nombre de temps pour avoir une estimation de ce qui est des prompts qui sont utilisés, puis des réponses. Fait qu'il y a beaucoup d'échantillonnage dans tout ça.
Ce qui fait que la vérité recherchée est souvent basée sur un échantillon. Donc, on doit extrapoler quand même. Fait qu'il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Et donc, il n'y a pas de coup de circuit, là, je te dirais, dans cette industrie. Pas de recette magique. Non, mais ceci dit, il faut monitorer. C'est ce qu'on fait, c'est la stratégie qu'on met de l'avant, qu'on préconise avec nos clients. C'est-à-dire que bien que la source de vérité soit pas complète ni parfaite, faut quand même s'assurer qu'on a un regard fréquent pour voir l'évolution, pour s'assurer qu'effectivement, peut-être que c'est Wikipédia cette semaine versus Reddit, puis qu'on soit prêt finalement à être agile par rapport à la création du contenu. C'est vraiment un écosystème qu'on doit entretenir. Donc, cette source-là d'informations nous aide à entretenir finalement notre influence auprès du marché. Tu sais, je pense que l'étape par rapport à ça, c'est vraiment intéressant. Puis je pense que l'étape importante en ce moment, si tu disais le surveiller, là, le monitoring, là, je pense qu'en ce moment, ça, c'est critique. Tu sais, je pense que nous, on en parle beaucoup avec nos membres, avec l'écosystème, parce que je pense que cette partie-là, là, de gagner la visibilité dans les LM se joue avec l'écosystème. C'est pas seulement Tourisme Montréal, c'est nos membres, c'est les hôteliers, c'est Montréal en tant que écosystème. Nous, on travaille beaucoup là-dessus. Là, en ce moment, c'est un peu ça, c'est de comprendre les niches importantes et comment on se positionne. Je pense que les best practices sur ce qui est à faire ont évolué depuis le SEO, mais reviennent quand même à des bases de comprendre qu'est-ce que les gens cherchent, comment ça impacte ton entreprise, ta business. Puis après ça, de se dire, bon, parfait, on va, oui, tu sais, on travaille avec les agences pour avoir les best practices, qu'est-ce qu'on change dans nos contenus, mais ça revient quand même à l'essence de avoir du contenu pertinent sur tes piliers pour qu'après ça, tu puisses répondre de façon authentique et tout ça. Fait que, tu sais, je pense que le monitoring en ce moment... le comprendre, tu sais, parce que les outils vont évoluer, je pense, assez vite. Puis pour les autres CMO qui nous regardent ou nous écoutent aujourd'hui, est-ce que ce monitoring-là, est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait ou est-ce que ça passe par une agence? Est-ce que évidemment, je suis en faveur de la collaboration agence-marque, mais juste une petite question, là, le monitoring, est-ce que ça peut être fait par tout le monde ou est-ce que c'est quelque chose justement qui est, comme c'est tellement critique? Alex, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Oui, ça dépend de votre aisance avec ce que ça veut dire comme action par la suite. C'est-à-dire que dans le cas de Tourisme Montréal, il y a aussi une équipe qui travaille le contenu. Et ils ont l'habitude de travailler avec les influenceurs. Donc, ils ont cette proximité-là avec le marché. Et donc, l'accès aux outils, c'est pas vraiment une barrière à l'entrée. Je veux dire, c'est disponible pour l'ensemble des personnes. Ceci dit, il y a une gradation aussi des offres de services. Il y a des outils un petit peu plus sophistiqués si on parle de monitoring, ça serait d'avoir un tableau de bord qui nous assure d'avoir une vision très, très précise sur des sujets. On est même capable de voir le positionnement d'une marque. Est-ce qu'on est favorable ou non sur les LLM? Donc, non seulement le top des sujets, mais est-ce qu'on est bien positionné? Est-ce qu'on est recommandé par le LLM? Fait que ça, on peut mettre ça en place. C'est intéressant, ça. Avec un certain nombre d'outils. Puis, je le mentionnais qu'effectivement, il y a la sécurité dans la donnée. Ceci dit, on travaille, nous, à l'agence, avec Google. Pour intégrer ces données-là aux données de recherche, pour fusionner finalement la recherche traditionnelle aux prompts qui sont sur Gemini, par exemple, et que ça vienne nourrir un agent. Fait qu'on a un agent qu'on développe avec Google pour influencer des idées de création de contenu ou des types d'annonces. Donc, ça devient le type d'outil qu'on co-développe avec certains joueurs dans le marché. Donc, évidemment, pour ça, il faut travailler avec une agence. Mais ça dépend du niveau de sophistication qui est attendu pour un annonceur. Donc, tout peut se faire, effectivement. Je voudrais aussi vous entendre un petit peu sur le modèle de Google. En préparant encore une fois ce balado, je suis tombé sur le modèle EEAT, donc expérience, expertise, autorité, trust pour le T, donc confiance en français. Donc, on a parlé beaucoup de l'autorité, donc ça c'est parfait. Mais cette notion de confiance aussi, les sources. Puis aujourd'hui, à l'ère de l'IA, on parle évidemment beaucoup des biais, des hallucinations, etc. Donc comment on s'assure justement que l'information qui est absorbée par les LLM est justement une information de confiance? Est-ce que Alex, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, si c'est possible? Comment on s'assure que tout d'abord, ça va avec l'autorité, j'imagine. Enfin, oui, ben il y a une partie de ça. Il y a aussi, on parlait de l'autorité des sites, mais il y a plus granulairement, en fait, pour chacune des pages d'un site web, faut qu'il y ait une utilité par rapport à un contenu. Et donc, puis dans le cas du tourisme aussi, on voit que l'aspect local ressort beaucoup.
Donc, la crédibilité de ce contenu-là passe par, justement, est-ce que c'est une adresse d'une business qui est à jour? Est-ce que finalement les heures d'ouverture sont complètes et à jour également? Donc, ça joue beaucoup finalement. Fait que plus que l'autorité générale d'une plateforme, c'est cette crédibilité-là du contenu qui a été validée. Et donc ça joue beaucoup finalement dans la façon qu'on va apparaître dans l'LM. Je sais pas si c'est oui, complètement. Puis c'est vraiment intéressant parce que je pense que nous, on le voit quand on analyse les différentes catégories. C'est parce que nous, on a des contenus je dirais sur différents, je mentionnais nos piliers tout à l'heure, mais puis on a différents types de contenu aussi. Puis à la question, nous, ce qu'on va voir, c'est que, par exemple, on va être très, très fort dans les LLM pour tout ce qui est contenu plus informatif. Donc, par exemple, j'arrive à Montréal de l'aéroport. Je me rends comment au centre-ville. Tout cet écosystème-là de le comment, où, quand. Puis ça, c'est normal parce que c'est le type de recherche qui est faite en ce moment prioritairement sur les LLM. Même chose avec des idées restaurants, les quartiers. Les quartiers, parce que les quartiers, on rentre plus dans les détails. Donc, à partir de puis nous, c'est un objectif, ça, que les voyageurs, nos résidents, nos ambassadeurs puissent vivre l'ensemble des quartiers. Mais là, on se rend compte que de plus en plus, les gens vont avoir tendance à faire des recherches sur les LLM par rapport à découvrir un quartier plus en détail. Et là, on se rend compte que on devient une autorité claire là-dessus parce que le contenu est aussi en lien avec ça. Cependant, ces best practices font du sens, mais quand on tombe dans des catégories plus grandes, donc quoi faire à Montréal, ben c'est là qu'on voit, comme on mentionnait un petit peu tantôt au début, que là, on va aller jouer dans différents channels. On sera plus seulement dans un contenu plus statique, web et ainsi de suite. Fait que, je pense que ça reste des bonnes bases, mais c'est un peu, moi j'appellerais ça l'hygiène de base, de comprendre ces choses-là, parce qu'après ça, la réflexion est beaucoup plus grande que de mettre en place les bonnes pratiques, bonnes structures. Si on le fait depuis 15-20 ans, là, c'est plus, ça va nous amener où, tu sais? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore discuté sur la transformation, le géo, etc., qu'on n'a pas abordé, qui vous semble importante à souligner à ce stade-ci pour terminer cette conversation? Ben, écoute, Thomas, ça se peut qu'on se reparle dans 2 semaines puis qu'on ait d'autres choses, mais effectivement, il y a peut-être l'étape 2 de ça ou le futur de ce qu'on discute aujourd'hui, dans le sens où il y a déjà des tests qui sont en place pour qu'il y ait des transactions qui soient faites par un agent. Et puis, il y a peut-être un avenir où finalement, l'ensemble de l'expérience ou de la chaîne de décision va se passer dans cet environnement-là, où on n'aura pas besoin d'aller sur un site web pour compléter. Fait que pensons à ça, parce que c'est le moment de se positionner en tant qu'annonceur pour être à l'aise avec cette relation-là, ou l'importance de notre contenu dans ce contexte-là. Donc, on encourage vraiment tout le monde à plonger finalement, à commencer par monitorer. C'est vraiment le message que j'envoie parce que la suite peut-être va accélérer plus vite qu'on pense. Et c'est important d'être prêt aujourd'hui. Ouais. Comme on le voit souvent avec l'IA, d'ailleurs, le degré de changement est exponentiel. Puis Danny, quand Alex dit ça, là, avec les agents, peut-être qu'il y aura plus besoin d'aller on se rendra peut-être plus sur un site. Avec toute l'énergie que vous avez mise sur le site de Tourisme Montréal, les contenus, etc., c'est quelque chose qui t'inquiète ou pas vraiment? Non, ça nous inquiète pas. Notre site reste quand même, comme je mentionnais tantôt, une assise d'autorité. Après, même si éventuellement il y a encore moins de trafic, on le sait que cette assise-là va nous servir à être une autorité dans l'écosystème, que ce soit des LLM, des médias sociaux, et ainsi de suite. Fait que ça, on pense que... Parce que les agents vont aller chercher le contenu sur ton site de toute façon. Complètement. Okay, c'est ça. Ce contenu-là vit, oui, sur le site, mais après ça, il peut vivre sur les médias sociaux, différentes façons vidéo. Fait que ça, on voit ça moins critique. Puis, un point qu'on a peut-être un peu moins touché. Moi, je pense que l'arrivée du IA a quand même fait qu'on en parle à tous les niveaux. Moi, en tant que client, au niveau exécutif, on voit qu'il y a de plus en plus de discussions parce que c'est un sujet qui a une notoriété très forte, puis on le voit, c'est en train de changer beaucoup comment on va travailler dans le futur. Fait que moi, il y a une chose, on mentionnait tantôt, prendre le recul, se poser des questions, bien s'entourer, parce que ça va avoir un impact majeur, puis pas être obligé de tout comprendre le technique, mais vers où ça va s'en aller, je pense, c'est critique, puis de le travailler ensemble. Dans notre cas, c'est sûr que Tourisme Montréal, ça fait beaucoup de sens de dire qu'il faut être proche de notre écosystème, mais
Nous, on s'en rend compte le plus possible. On vient en parler avec nos partenaires, nos membres. Ça se travaille ensemble. On le travaille beaucoup, tu sais, Alexandre, avec des partenaires comme l'Alliance touristique et ainsi de suite, où on va s'en parler pour voir comment nos efforts communs vont mettre la destination de l'avant le plus possible de façon pertinente et tout ça. Fait que moi, je dirais que c'est important. Moi, je suis emballé par cette conversation parce qu'il y a aussi, puis Danny, tu l'as souligné plusieurs fois, mais j'aime aussi entendre d'une certaine façon qu'il y a un retour aux sources, le contenu authentique, l'importance de travailler avec des artisans, pas des robots. Donc ça, évidemment, c'est de la musique aux oreilles de l'A2C, puisqu'on est très fort avec nos artisans, créateurs de contenu, etc. Donc la grande famille. Donc je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent on se dit tout va être robotisé, tout va être automatisé, puis on s'aperçoit qu'avec ce changement majeur quand même de technologie, puis de la façon dont la recherche est faite, il y a encore une place justement au contenu humain, authentique, bien tourné. Donc je trouve ça inspirant en fait. J'avais presque peur qu'on nous dise voilà, effectivement il va y avoir des agents, les gens vont juste rentrer une phrase dans Gemini et puis on va leur faire une réservation toute faite, un package de 5 jours, tout réglé. Mais finalement il y a encore beaucoup d'espace pour la créativité, ce que je trouve intéressant. Merci beaucoup à vous deux, Danny, Alex. Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé avec moi aujourd'hui. C'est bien apprécié. Et pour rappel, donc, A2 c'est mieux, c'est une série de balados. N'hésitez pas à consulter les autres épisodes pour avoir une meilleure compréhension de notre écosystème de communication créative. Nous remercions les studios Octave pour leur précieuse contribution à la production et au mixage de cet épisode, ainsi que pour la musique tirée de leur catalogue Oma. Nous remercions aussi l'agence Compagnie & Compagnie, membre de l'A2C, pour le design inspiré de l'identité visuelle du balado. Enfin, un gros merci à l'agence Altitude C, l'agence des événements intelligents, membre de l'A2C, pour leur soutien dans la préparation de ce projet.